Bonjour à toutes et à tous, Valentin Froid avec vous pour ce premier point de marché de la semaine. Nous sommes le lundi 18 juin 2018. Comme vous avez pu le constater, nous avons plutôt de l'aversion pour risque ce matin avec le marché qui digère les tensions, l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, alors qu'il y a un mois de cela, on avait plutôt des perspectives plutôt positives par rapport à ce qui était annoncé par Donald Trump 3 mois auparavant. Donc voilà, escalade des tensions plutôt inattendues. On a des marchés actions qui sont en repli. À l'inverse, on a tout d'abord l'or qui est sous pression à cause de la montée du dollar, euh, mais également, excusez-moi, pardon, ce matin il rebondit ce cours de l'or grâce à ces tensions commerciales avec également le yen, alors que le dollar fait pression sur ces deux devises. Donc, je salue tout le monde. Bonjour à vous, François. J'espère que vous avez bien fil, que je salue également Raymond. Bien le bonjour à vous. Très heureuse de vous retrouver. Bien, écoutez, c'est avec plaisir que je vous retrouve également après ces 2 semaines d'absence. J'ai vu que le marché a quand même pas mal bougé avec une BCE. On va faire le bilan dans un petit instant, mais avec une BCE plutôt accommodante. La Fed, à l'inverse, a surpris positivement. On a l'OPEP vendredi. Réunion de l'OPEP, dans laquelle la Russie, l'Arabie Saoudite, les membres de l'OPEP devraient peut-être, en tout cas c'est ce qui est attendu par le marché, augmenter sa production de pétrole. Donc voilà, on a eu pas mal de choses. On a le Bitcoin qui est assez plus bas de l'année. Donc voilà, on va faire de toute façon un bilan de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui est prévu cette semaine. Bon alors, bonjour Loïc, bonjour Dany, Ramsey que je salue également, Thierry, Franck, Edgy, voilà, bien le bonjour à vous tous, Catherine, euh, heureux de vous entendre, cela me manquait, bien écoutez, merci Catherine, cela me touche, moi aussi, je vous rassure, mes webinaires, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en tout cas chaque matin et ça fait du bien de retrouver cette petite habitude. Christian, que je salue également, Nicole. Alors oui, c'était bien les vacances, merci Nicole. Est-ce le bon moment de se positionner à l'achat sur le gold? Très bonne question. On va faire l'analyse technique du dollar pour un petit peu voir un petit peu plus clair sur l'or. Donc, euh, donc voilà, bon retour parmi nous. Merci Frédéric, Eliane, bonjour, Philippe que je sais également. On commence par l'avertissement gage sur risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IGF fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est incitative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors voici pour le briefing d'actualité. C'est surtout un briefing de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc on a eu la Fed qui s'est montrée plutôt confiante concernant l'économie américaine et semblait plutôt indifférente à l'évolution des tensions mondiales, notamment les tensions commerciales entre les États-Unis et ses différents partenaires économiques. On a la Fed qui a amélioré ses perspectives économiques et qui a surtout augmenté ses prévisions des taux de 25 points de base cette année, ce qui indique qu'il y aura 2 autres hausses des taux d'ici la fin de l'année, donc normalement septembre et décembre. À noter que les prévisions des taux sont inchangées pour l'année prochaine, c'est-à-dire 3 hausses des taux pour 2019 et Jérôme Powell a annoncé qu'il y aura des conférences de presse et un discours à chaque communiqué. À chaque réunion du FOMC, il y aura un discours et une conférence de presse. Alors que, vous en souvenez, à l'époque, enfin même encore cette année, c'était janvier, c'était tous les 3 mois. Janvier, mars, juin, septembre, décembre. Donc en fait, le fait que Jérôme Powell annonce une conférence de presse et un discours de lui-même pour les prochaines réunions du FOMC, ça va être un petit peu plus compliqué d'anticiper les taux. Parce que en soi, on savait que les taux allaient être relevés à chaque conférence de presse. Or, les conférences de presse n'étaient qu'une fois par trimestre jusqu'à cette année. Et l'année prochaine, ça sera un peu moins d'une fois par mois, il me semble que c'est une fois tous les 6 semaines, quelque chose comme cela. Donc bref, 2 fois par trimestre. Donc ça va être un petit peu plus compliqué pour le marché de spéculer sur la date d'hausse des taux de la Fed à partir de l'année prochaine. Au niveau de la BCE,
c'est plutôt l'opposé de la Fed, alors que la Fed s'est montrée confiante, et bien on a eu le Conseil des gouverneurs qui a étendu le QE jusqu'à la fin de l'année. Donc normalement le QE devait se terminer en septembre 2018, un QE de 30 milliards d'euros par mois, donc des achats d'actifs nets, hein. Et finalement le Conseil l'a étendu jusqu'à fin décembre et a divisé par deux ce montant, donc de 15 milliards jusqu'à de septembre finalement, enfin à partir de début octobre jusqu'à fin de l'année. Il y aura le QE. Et on a également donc les gouverneurs qui ont annoncé que la première hausse des taux de la facilité de dépôt ne devrait pas se produire avant septembre 2019. Donc concrètement, la probabilité de voir une hausse des taux de la BCE au premier semestre de l'année prochaine s'est éclipsée. Voilà. Donc a priori, ça ne devrait, si ça se fait, ça devrait se faire à partir du deuxième semestre et pas avant. Au niveau des relations commerciales, en faisant, voilà, en excluant les tensions commerciales entre les États-Unis et l'Europe ou entre les États-Unis et ses partenaires de l'ALENA, on a les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes puissances économiques mondiales, qui sont imposés des droits de douane. Dans un premier temps, c'était les États-Unis qui ont, jeudi ou vendredi, il me semble, annoncé 25% de taxes sur 50 milliards de dollars d'importation de produits de Chine, provenant de Chine, pardon. Et la Chine a répliqué en annonçant la même chose, 25% de taxes sur des produits américains, y compris le soja et les véhicules électriques. Et il faut savoir que les taxes seront mises en place à partir du 6 juillet. Donc on a encore une petite marge, on a à peu près 3 semaines, 2-3 semaines de possibles accords trouvés entre les États-Unis et la Chine. Je vous rappelle que les États-Unis avaient déjà annoncé ces taxes. Finalement, il y avait eu un pseudo-accord, en tout cas des discussions, pardon, qui avançaient. Du coup, elles étaient mises en suspens. Donc voilà, c'est pas parce qu'elles sont annoncées qu'elles auront lieu. Mais en tout cas, ça pose un risque sur le marché action. Ça pose un risque sur le marché action et bien évidemment les devises qui gravitent autour de ces deux pays, de ces deux économies, surtout celui de la Chine, étant donné que voilà, on a globalement toute l'économie mondiale qui va être impactée par le protectionnisme, mais moins le dollar, étant donné que presque tous les pays sont nets exportateurs vers les États-Unis. La Chine, l'Europe, le Canada, le Mexique. Donc c'est surtout ces économies qui vont être impactées. Bien évidemment, l'économie américaine sera impactée, mais moins. En tout cas, devrait l'être moins. Donc c'est pour ça que, on va dire, le dollar résiste mieux et est une devise refuge dans ce contexte. Dans ce contexte de tension commerciale, de protectionnisme américain, le dollar est une devise refuge avec le yen. Mais simplement pour ce contexte. Alors que le yen va s'apprécier pour presque n'importe quelle critère d'aversion pour le risque. Et enfin, on a les prix de pétrole qui continuent de perdre du terrain suite à la publication d'un rapport selon lequel les principaux producteurs, l'Arabie Saoudite et la Russie, je rappelle, l'Arabie Saoudite c'est un tiers de la production de l'OPEP. Donc l'Arabie Saoudite et la Russie augmenteraient probablement leur production lors de la réunion de l'OPEP du 22 juin. Donc ça ne devrait pas, l'augmentation de leur production ne devrait pas se faire au lendemain de la réunion, mais pendant la réunion et après la réunion, l'Arabie Saoudite et la Russie pourraient indiquer qu'après le gel de la production, qui se termine, je vous rappelle, à la fin de cette année, eh bien ces deux pays et l'OPEP même, l'OPEP plus, l'alliance OPEP plus différents autres pays producteurs, eh bien pourraient augmenter du coup début 2019 leur production. Voilà donc un petit peu pour le briefing, hein, ça c'est les gros points, hein. J'ai pas eu la place de tout mettre, ce qui se passe au niveau de l'ALENA, ce qui se passe au niveau de l'Europe, en Italie, mais voilà, c'est le plus gros pour le moment sur le marché. Et donc voilà. Alors bonjour François, un point sur le foot alors, oui, alors, bien écoutez, tous derrière les bleus, voilà. Bonjour Antin, bon retour, bien écoutez Stéphane, merci pour cet accueil, écoutez, et je vous passe le bonjour également. Thierry, la Chine pourrait faire pression sur Trump, n'a-t-elle pas comme arme le fait que depuis 2017, elle est devenue, devant le Japon, le premier détenteur de la dette US? Alors c'est vrai, il faut savoir que la Chine et le Japon
sont les deux plus gros détenteurs de dette américaine. Donc elle pourrait faire pression, oui, mais en même temps, la dette américaine, c'est un actif refuge. Donc en soi, que ce soit la Chine ou le Japon, si ces deux pays décident de réduire leur dette, enfin leur leur créance de dette américaine, de toute façon, il y aura d'autres créanciers. Donc, est-ce que ces deux pays peuvent faire pression sur les États-Unis? Honnêtement, je ne pense pas. D'autant plus que la Fed est dans un processus de baisse de son bilan. Donc, honnêtement, je ne pense pas que ces deux pays peuvent faire pression sur les négociations du fait qu'ils aient qu'ils soient de plus gros créanciers de la dette américaine. Mais bon, c'est vrai que c'est un argument favorable pour eux. Maintenant, de là à pouvoir jouer de cela pour tourner les négociations dans leur sens, je ne pense pas. On voit bien de toute façon que Trump n'a pas l'air de s'inquiéter de la dette américaine. Le budget américain, comment dire, explose. Voilà, il semblerait pas qu'il y ait une inquiétude au niveau des créanciers américains, enfin de la dette américaine. Au niveau du résumé de la science asiatique, on peut voir qu'on a le yen, le gold qui avance et à l'inverse le nickel, le hang seng qui recule. Donc on a clairement de l'aversion pour risque ce matin. Et au niveau du calendrier économique, donc aucun rendez-vous attendu aujourd'hui, si ce n'est un discours de Draghi au Portugal, mais rien de très important. Sinon, vous voyez que le plus gros commence jeudi avec la décision des taux de la BNS qui est attendue à changer, également c'est la BOE qui est attendue à changer, mais il y aura un discours de Marc Carney, excusez-moi, qui sera attendu. Et sinon, vendredi, l'inflation japonaise, l'inflation canadienne et n'oubliez pas la réunion de l'OPEP. Voilà, donc le plus gros commencera jeudi, vendredi. Ce matin, on peut voir que le CAD et que le yen surperforment. À l'inverse, on a les devises européennes qui sont clairement à la traîne ce matin, l'euro, le GBP, le franc suisse. Donc voilà, on a un dollar qui est quand même assez puissant. Vous pouvez voir que au lendemain de la hausse des taux de la Fed, qui était anticipée, mais pas le fait qu'on ait une quatrième hausse des taux, je vous rappelle que à partir de la mi-mai jusqu'à cette hausse des taux, on avait le scénario de 4 hausses des taux qui perdait du terrain, qui perdait en probabilité. On va regarder le graphique. Donc nous allons sur CME Group. Voilà, donc probabilité 3, 4 hausses des taux, donc 3 hausses des taux c'est en rouge, 4 hausses des taux en gris. Et vous pouvez voir que la probabilité de 4 hausses des taux à partir de mi-mai, elle avait complètement chuté pour venir à moins de 20%. Vous voyez, de vue c'est à peu près du 13%. Donc la probabilité avait chuté à 13%, elle était passée de plus de 40 à 13% en l'espace d'une semaine. Donc les expectations, les attentes des analystes étaient extrêmement basses. Et c'est parce que ces anticipations avaient chuté, parce que ces anticipations étaient extrêmement basses, estimation bien évidemment de 4 hausses des taux, eh bien c'est parce qu'elles étaient basses que le fait que la Fed annonce 4 hausses des taux, annonce 4 hausses des taux cette année, eh bien ça a boosté le dollar. Si on avait eu le même discours, mais que cette probabilité était à 50, voire même 80%, nous n'aurions pas eu ce mouvement du dollar, parce que le marché aurait déjà pricé cette annonce. Donc, il faut savoir que le Forex, c'est un marché assez spéculatif, et ça repose, d'ailleurs les marchés sont de plus en plus dans la spéculation, donc ce qui est anticipé et confirmé officiellement n'a pas d'impact sur le marché. Donc tout est dans les expectations, les attentes des analyses des investisseurs.
Donc, surpris positivement, c'est haussier, surpris négativement, c'est baissier. Et statistiquement, plus on a une probabilité faible, et plus la probabilité de surprendre positivement est importante. Et à l'inverse, plus les attentes des analystes sont élevées, pardon, et plus c'est compliqué pour que le marché soit surpris positivement. C'est un petit peu la logique derrière les marchés, hein. Que ce soit le forex, les marchés boursiers, peu importe. Tout est une question d'attente des consensus. Donc c'est pour ça qu'on a une hausse des taux, on a une hausse du dollar. C'est pas parce qu'on a une hausse des taux, c'est parce qu'on a eu la probabilité de 4 hausses des taux qui a été, enfin, le scénario de 4 hausses des taux qui a été confirmé par par les membres du FOMC, alors que le marché n'anticipait plus ce scénario. Les hausses des taux des US, est-ce bon pour les exportations des pays de la zone euro? Alors, en soi, taux US, exportation zone euro, il n'y a pas vraiment de lien. Par contre, en général, lorsqu'il y a augmentation des taux américains, il y a hausse du dollar. En tout cas, on a tendance à dire qu'il y a hausse du dollar. C'est pas forcément le cas, comme on l'a vu en 2017. Donc, hausse des taux US, dollar normalement haussier, donc l'euro plus compétitif, et donc oui, bon pour les exportations. Mais comme on l'a vu l'année dernière, on a eu 3 hausses des taux l'année dernière, pourtant le dollar a perdu 10% face à l'euro, 15% face à l'euro. Donc c'est pas parce qu'il y a hausse des taux qu'il va avoir hausse des taux américains qu'il va y avoir hausse des exportations européennes. Ça va plutôt jouer sur le taux de change. Mais en soi, les taux, comment dire, oui, ils ont un impact sur le taux de change, mais c'est pas tout le temps le cas, comme on l'a vu encore une fois l'année dernière. Voilà, donc en bref, on a dorénavant le scénario de 4 hausses des taux qui est privilégié par le marché, pour voir que la probabilité est encore assez... elle n'a pas été totalement pricée, on est à peu près allé à 50% de vue. Pour celle du mois de septembre, c'est 200, 225. Ça, c'est la troisième hausse des taux. Elle est pricée à hauteur d'un peu plus de 80%. Donc, on a encore une petite marge de hausse pour le dollar, je dirais. Donc voilà, le dollar, est-ce que on va avoir une tendance haussière? Je ne pense pas. Je pense que les 95 points, c'est une résistance. Maintenant, attention, hein, soyons patients. Soyons patients, je vais analyser cela plus en détail. Hein. Je vais analyser cela plus en détail. Alors, je reviens de vacances, c'est important que je prenne le temps. Je vais pas vous donner de scénario aujourd'hui. Donc voilà, je vais prendre le temps de revenir dans le marché, parce que voilà, qu'on a l'habitude de regarder ça tous les jours et qu'on est absent 2 semaines, c'est pas forcément la meilleure chose de revenir et avoir des convictions. Donc aujourd'hui, je préfère vous préciser que je suis plutôt en observation, en phase d'observation, et nous verrons les scénarios, les stratégies à partir de demain. Mais en tout cas, je pense que 95 points devrait être une résistance. Et aujourd'hui, ça me semble peu probable qu'on ait un dépassement des 95 points pour les prochaines semaines. L'euro-dollar donc devrait revenir à 1,15 et pourrait être un niveau de support assez intéressant. Maintenant, faut attendre qu'on ait des signaux aussi pour payer l'euro. Pour le moment, on n'en a pas. C'est pas parce que le prix arrive sur un niveau de support qu'il faut se positionner à l'achat dessus. Donc voilà, restons patients. Faut voir qu'on pourrait avoir une divergence. Par exemple, si on a un prix clôture qui vient à 1,15, on aurait des prix clôture de plus en plus bas sur le prix et un RSI de plus en plus haut. Donc dans ce cas, on aurait une divergence. Et comme vous savez, on attendrait le franchissement de 50 pour payer l'euro. Donc pour le moment, l'euro il est baissier et je pense qu'un retour à 1,15 à court terme est possible. Et même largement possible. Pour ceux qui traitent sur du très court terme, l'euro-dollar, il y a 70 pips à la baisse à aller chercher. Le GBP, pareil, on revient chercher le plus bas du mois précédent, c'est-à-dire vers les 1,32. Pareil, on n'a pas de divergence, on n'a pas de signaux haussiers, donc c'est pas parce qu'il vient à 1,32 la livre que il faut payer le GBP USD. Tant que la livre est baissière, eh bien c'est la baisse qu'il faut jouer. Le NZD sous pression, donc je pense qu'on va avoir un retour vers les 0,68. L'AUD est pareil, extrêmement sous pression à cause de l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine. Hein. Vous savez que ces deux devises sont les plus exposées
euh, aux relations commerciales sino-américaines. Donc, voilà, AUD, NZD, qui dit escalade des tensions, non pricé, non attendu par les marchés, eh bien dit AUD et NZD sous pression. Donc, les perspectives à court terme de l'AUD et du NZD dépendront exclusivement des des futures relations entre les États-Unis et la Chine. Et à mon avis, la phase de négociation entre ces deux plus grandes puissances économiques mondiales ne devrait pas prendre 2 semaines. Comme vous avez pu le constater, ça fait déjà plus de 2 mois que ces deux pays sont en négociation. Il n'y a encore rien eu. Donc voilà, à mon avis, la UD et le NZD ont de fortes chances de connaître des nouveaux rallyes haussiers et baissiers. Mais en tout cas, on voit que la UD a du mal à progresser. Par contre, dès qu'on a une mauvaise annonce, euh, le marché vraiment vend l'AUD ou vend le NZD. Donc je dirais que le risque baissier est beaucoup plus important que le potentiel haussier sur ces deux devises. Et le yen, alors l'USD yen, qui était revenu au-dessus de 110, la version risque devrait faire pression sur sur le dollar. Moi j'ai toujours mon objectif baissier de l'USD yen jusqu'à 105 d'ici la fin de l'été. Je pense que la version pour risque va continuer à dominer. Le yen, c'est quand même une devise qui est assez forte depuis le début de l'année. Alors certes, on n'a pas le rebond que j'attendais à la fin mai, mais vous pouvez voir que, vous voyez, en weekly déjà on a une consolidation, alors que le NZD en weekly, bon là on a eu un petit rebond, mais sinon l'AUD en baisse, l'euro en baisse, le GBP consolide, le franc consolide, l'USD est en hausse et le CAD est en baisse. En journalier, donc en journalier, le yen, eh bien, on pouvait voir qu'il a fait, en fait, il travaille son support qui était auparavant une résistance, qui était la résistance du deuxième semestre 2017. Donc, c'est devenu un support pour ce premier semestre de 2018 finalement. Et donc, ce support, je pense qu'il peut se payer. Je pense qu'il peut se payer sur du court terme. Donc, si on a un retour à ce niveau de prix, même sur du moyen terme, je pense que c'est un niveau de prix attractif pour le yen, pour viser, eh bien, les sommets de l'année, voire même plus haut. Je pense que le yen a une forte marge de progression pour du moyen et long terme. Pour moi, c'est la seule devise qui peut se payer finalement face au dollar. Sur du swing trading et sur un horizon de plusieurs semaines, plusieurs mois. Le franc, a bien consolidé depuis la mi-mai. On a eu une divergence baissière qui n'est toujours pas validée. Donc pour moi, ça ne sert à rien de passer à la vente, mais on peut voir que il y a clairement de l'indécision sur le franc suisse. On a la BNS jeudi. Soyons patients, il n'y aura aucune hausse des taux. Il n'y aura aucune hausse des taux. Mais voilà, surveillons un petit peu ce que le communiqué qui sera publié. Euh, mais euh, mais voilà, pour le moment, je dirais qu'il n'y a pas de risque baissier sur le franc. Au contraire, au vu des tensions de la version pour risque et ce qui se passe en zone euro encore, voyez, on a encore quand même quelques inquiétudes sur l'Italie, pas vraiment sur l'Espagne, mais encore sur l'Italie. Eh bien, tant qu'il y aura ces inquiétudes en zone euro, le franc sera soutenu. Il n'y aura pas forcément une tendance haussière, mais en tout cas, il ne devrait pas y avoir de baisse. À part si la BNS se montre, comment dire, encore ultra accommodante. L'USD, donc on a vu le DXY qui devrait consolider sous 95 points. L'USD, cette USD index, vous pouvez voir que là il teste une résistance qui est ni plus ni moins que un plus haut de long terme. En fait, c'est teste les plus hauts mensuels. Vous voyez, plus haut de 2009, plus haut de 2001. On étend et on a cette, c'est pas très clair, mais on a cette oblique baissière que le cours teste. Vous voyez. Si on a un franchissement de cette oblique, la prochaine résistance, sera, sera le plus haut. Vous voyez ici.
Mais encore une fois, je pense que le dollar devrait rester cet index, hein, ce dollar index, c'est pas le DXY, hein, c'est pas le DXY, ce n'est pas l'euro dollar, c'est un dollar index, devrait rester à ces sommets de novembre. Maintenant, nous pourrons avoir un signal haussier en cas de franchissement de cette oblique. Donc voilà, l'USD, personnellement, je ne suis pas haussier. Je ne suis pas haussier pour un moment. À court terme, c'est possible de payer le dollar face à l'euro, face au GBP. Euh, voilà, euro, GBP, AUD, NZD. C'est des devises qui peuvent se vendre face au dollar sur du très court terme, en fait, pour la semaine, sur l'horizon de la fin de semaine. Donc euro-dollar à 15, GBP-USD à 32. Voilà, ça c'est des objectifs baissiers exploitables sur du court terme. Maintenant, sur du moyen terme, je ne crois pas à un rallye haussier du dollar. Étant donné que le scénario de 4 Rosetto, eh bien, est déjà bien bondi hein, depuis mercredi dernier. Et finalement, voilà, on a presque le scénario qui est totalement pricé. Alors pas totalement encore, parce qu'on a encore 6 mois avant cette potentielle quatrième hausse des taux en décembre. Mais 6 mois avant, on a déjà 60% de ce scénario qui est déjà intégré au prix. Je vois pas où pourrait être le nouveau moteur du dollar. À part si on a une inflation IPC et PCE qui croît à 2,5%. Dans le cas contraire, tant que l'inflation se stabilise à 2%, on ne devrait pas avoir un rallye haussier du dollar. Je pense qu'il devrait rester vers ces niveaux actuels. Donc finalement, l'euro-dollar pourrait consolider vers un 15 pendant plusieurs semaines. Ça me semble fortement possible. Voilà donc. Et à l'inverse, le CAD. CAD pareil que l'AUD est sous pression à cause des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, mais également entre les États-Unis et ses principaux partenaires économiques mondiaux. Que ce soit ses partenaires historiques qui sont de l'ALENA ou même l'Europe. Comme vous savez, alors j'ai vu un graphique sur Twitter, alors je vais essayer de le retrouver, qui était très intéressant et qui montrait les exportations, enfin les importations américaines selon ses principaux partenaires économiques. Et en fait, on voyait que finalement les voitures étaient en fait les produits principalement importés par les États-Unis. C'était le premier produit importé des États-Unis provenant de l'Allemagne, du Mexique, du Canada, du Royaume-Uni. Bref, en fait, les voitures constituent une part importante du déficit commercial américain. Donc c'est pour ça que euh, dans le cas des renégociations de l'ALENA, les voitures, l'automobile d'une manière générale, parce qu'on a aussi des camions et les pièces détachées, mais ce secteur de l'automobile est un secteur, on va dire, stratégique dans les négociations de l'ALENA. Et également, on peut voir entre l'Allemagne et les États-Unis, voilà, Donald Trump reproche à ses principaux partenaires économiques mondiaux, les exportations de voitures. Et c'est pour cela que depuis que Donald Trump est au pouvoir, on a, vous savez, des exigences que les voitures soient produites aux États-Unis. Les voitures vendues sur le sol américain soient produites aux États-Unis. Alors, je ne retrouve plus ce graphique qui est très dommage. Là. Voilà. Bon, une fois que je retrouverai ce graphique, je vous l'enverrai peut-être demain. Mais en tout cas, il était très intéressant. En fait, il montrait, c'est un tableau, hein,
avec les principaux partenaires économiques des États-Unis et les premiers produits importés par les États-Unis, enfin les 3 premiers types de produits importés par les États-Unis provenant de chacun de ses principaux partenaires économiques. Donc c'est un tableau avec les colonnes, premier produit importé par les États-Unis, deuxième, troisième, et les lignes représentaient chaque partenaire. Et on voyait que finalement les voitures faisaient partie parmi les 3 produits les plus importés par les États-Unis de ses principaux partenaires. L'Allemagne, comme je vous l'ai dit, l'Allemagne, Royaume-Uni, Japon, euh, Chine, non, Chine plutôt c'est tout ce qui est tech, mais Japon, Royaume-Uni, Allemagne, Canada, Mexique, bref. Donc c'est pour ça qu'on a un déficit énorme, un déficit commercial énorme aux États-Unis. Bon, retournons sur le marché. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser. On passe sur les indices. Donc le Nikkei, faisons un petit point sur le Nikkei, eh bien sous pression à cause de la remontée du yen. Regardez ce Nikkei et regardons le yen. Vous voyez qu'on a globalement une corrélation négative. On va mettre USD yen et on va superposer avec le Nikkei. USDN, Nikkei, la corrélation historique, hein, c'est l'une des corrélations de base à connaître. Donc hausse de l'USD yen, c'est-à-dire dollar qui progresse et donc Nikkei qui a des chances de remonter. Maintenant, si on estime que le yen va garder la main sur du moyen long terme face au dollar, eh bien le Nikkei devrait rester sous pression. Alors, donc moi personnellement, les 2 devises que je vois les plus haussières pour cet été, ça va être le dollar et le yen. Le yen plutôt en tête selon moi. Donc si le yen fait pression sur le dollar, ça va faire également pression sur le Nikkei. Donc ma perspective sur le Nikkei est assez plutôt négative hein, pour ces prochaines semaines. En plus on arrive en saison d'été. Comme vous savez, l'été n'est pas un mois propice, n'est pas une saison propice pardon pour les marchés actions, mis à part pour le Nasdaq. Nasdaq c'est l'exception. Nasdaq progresse statistiquement presque tous les mois. Je vais vous faire voir un graphique, une étude que j'ai réalisée l'année dernière sur plus de 40 ans, 40 années de statistiques. C'est le fameux Sell in May and Go Away. Alors, je vais vous faire voir, il est, je pense, intéressant, je pense qu'il va vous plaire. Alors, il va s'ouvrir. Voilà. Alors, performance du Nasdaq, alors ça, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on a la performance moyenne de chaque indice majeur depuis 1985 jusqu'à 2017. Jusqu'à 2016 même, pardon, parce que je l'ai fait en 2017 avec les prix l'année dernière, donc jusqu'à 2016. Et on peut voir donc Dow Jones, vous voyez, on a une saisonnalité. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on a une saisonnalité. On a pendant l'été plutôt une baisse, mis à part généralement en juillet. Pourquoi en juillet? Simplement parce qu'on a les publications de résultats qui commencent, on va dire à la mi-juillet. Voilà, donc ça anticipe, les marchés anticipent les attentes du consensus en termes de résultats. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu, les différentes publications des résultats, c'est quand? C'est janvier, avril, juillet, octobre. Et vous pouvez voir que parmi ces 4 mois, parce qu'en fait c'est le premier mois qui débute chaque trimestre, et bien le premier mois de chaque trimestre, pardon, euh, eh bien on a des marchés qui sont généralement haussiers. Mais sinon, pendant l'été, on peut voir juin, que ce soit Dow Jones, S&P, Eurostock 50, 600 ou même le CAC, ils sont tous les 5 baissiers. Également en août ou en septembre. Donc pendant l'été, les marchés actions, j'ai pas fait le Nikkei, mais c'est pareil, hein, les marchés actions sont en baisse. À part le Nasdaq, qui, comme vous l'avez pu le voir, eh bien, mis à part juin et septembre, juillet, août, c'est des mois où le Nasdaq progresse. Voilà, donc Nasdaq, finalement, progresse tout le temps. Et j'avais fait une étude de stratégie, alors, qui se situe, voilà, ici. Donc ça, c'est en fait une stratégie pour le CAC 40
Et pour le Nasdaq, voilà, CAC 40, différence entre CAC 40 et Nasdaq. Alors attendez. Oui, donc CAC 40, Nasdaq. L'une où on achète en octobre, premier mois d'octobre, parce que c'est le début du bull market, hein, statistiquement, et on vend début mai. Et vous pouvez voir que Sell in May CAC 40, sa stratégie Sell in May CAC 40, on peut voir sur 20 années, fait par exemple de 10, si on prend pardon, on commence de 10 000, ça va à 70 000. Donc si on vend tous les ans pendant 20 ans, statistiquement, enfin si on achète tous les ans pendant 20 ans en octobre et qu'on vend en mai, pendant 20 ans, pardon, excusez-moi, eh bien ça fait quand même du 700% sur 20 ans, alors que ça ne fait seulement du un peu plus de 300% si on achète et qu'on garde 20 ans. Alors que le Nasdaq, si vous faites la même stratégie, eh bien finalement vous gagnez moins. Vous voyez que Nasdaq, sur les statistiquement, je dis bien, sur 20 ans, euh, eh bien si vous achetez en octobre et que vous vendez en mai, vous ferez bon environ 1000%. Mais si vous achetez et vous gardez 20 ans, vous ferez plus. Donc Nasdaq c'est une exception. C'est une exception, mais que ce soit le S&P, le Dow Jones, peu importe comment l'indice, euh, eh bien l'été n'est jamais propice. Voilà, c'est un petit peu ce que montre cette étude. On peut avoir ce même graphique pour l'or, alors je ne l'ai pas fait il me semble, mais sinon, tac tac, bon je l'ai pas fait a priori. Pour l'or, donc je vais vous faire voir un site qui est assez intéressant. Alors moi personnellement ces chiffres proviennent des chiffres officiels hein, des bourses. Hein. Donc ça s'appelle Equity Clock, un site qui s'appelle equityclock.com. Et donc vous allez vous avez benchmarks, c'est pour les indices. Et en fait c'est un site qui comment dire calcule la saisonnalité statistique, enfin oui la saisonnalité des comment dire des différents actifs, hein, que ce soit des secteurs, des actions, peu importe. Donc commodity, on va sur l'or, gold. Bon, par contre, l'avantage de ce site, c'est que vous pouvez tout trouver, et puis que c'est assez ergonomique quand même. On a un beau graphique, vous voyez. L'inconvénient, c'est que voilà, je dis bien que sur 20 ans. Alors que l'étude que j'ai faite est depuis 1985, donc voilà, ça fait près de 40 ans quand même. Ça fait près de 40 ans, mais bon, après, voilà, sur 20 ans, c'est quand même des statistiques qui sont, on va dire, assez fiables. Ouais, donc vous pouvez voir que pendant l'été, le mois de juin est profitable à hauteur de 45% pour l'or, juillet 45, août 70. Donc août c'est finalement le mois qui sur les 20 dernières années a été a eu le plus de chances d'être profitable avec une performance moyenne de 2,1%. Septembre, pareil, 65% de mois 65% profitable sur les 20 dernières années. C'est-à-dire qu'il a clôturé en hausse. Hein. Quand je dis profitable, c'est clôturé en hausse. Et octobre, mois de baisse. Donc voilà. Et sinon, ce qu'on peut regarder sur Equity Clock, ce qui est aussi assez intéressant. Donc c'est Home. Non. Comparative. Puis vous avez un Daily Report. Ah voilà. Ça c'est, eh bien c'est finalement, vous voyez les indices superposés, peu importe. Vous avez différents types d'actifs. Et donc nous sommes le 18 juin. 18 juin, donc bon, c'est pas
par jour, hein, c'est plutôt par mois. Mais on peut voir qu'on a les débuts en fait des bull market de chaque type d'actif. Donc par exemple sur les indices majeurs, on a un bull market du 15 avril au 17 juillet sur les 20 dernières années sur le Nasdaq. Donc vous voyez, le bull market devrait continuer jusqu'au 17 juillet, à peu près. Sinon, on a un bull market également sur les bons, sur le 10 ans américain. Enfin même sur oui c'est sur le 10 ans. Le benchmark du trésor américain c'est le 10 ans. Donc le 10 ans c'est haussier sur les 20 dernières années du 12 mai au 7 octobre. D'un point de vue sectoriel, on a les consommations, secteur de la consommation et de la santé, qui sont les plus profitables en cette période. Et même, bon, il termine, mais vous voyez le secteur technologique 15 avril au 17 juillet. C'est pour ça que le Nasdaq, vous pouvez voir, regardez le secteur de la technologie et regardez le Nasdaq, qui est le Nasdaq en vert pomme ici. Vous pouvez voir qu'ils sont bien tous les deux pareils. Donc au niveau des industries des secteurs, donc là c'est le secteur du S&P et l'industrie c'est comment dire différentes industries tout simplement. Je ne sais pas comment trouver un autre mot. Mais donc voir bull market qui va commencer sur les biotech le 22 juin, le 25 sur les biens de consommation domestiques et l'immobilier. Et enfin au niveau des comos, les comos 21 juin pétrole, 21 juin jusqu'au mois août, et on a Live Cattle, alors je ne sais pas c'est quoi Live Cattle, que je vais chercher, et sinon on a le blé, 30 juin au 7 septembre. Ouais, donc c'est un site assez intéressant. Je vais vous envoyer ce site, hop. Je reviens sur la plateforme, excusez-moi, je prends un peu de temps ce matin. On fait un tour sur les indices européens avec l'Eurostock 50 et tous les indices de la zone euro ou même Europe. Hein. Regardez les futurs. Complètement, le marché action, il est dans le rouge. Hein. Que ce soit les futurs américains, les indices ce matin européens ou ceux asiatiques cette nuit. Donc Eurostoxx couvre en baisse. Maintenant, les niveaux de support, les récents niveaux de support, je pense qu'ils seront maintenus. On a un euro qui devrait rester plutôt faible, ce qui ne devrait pas faire pression sur les indices européens. En plus de cela, quand je vois que l'indice économique des surprises de la zone euro de Citibank, eh bien il est extrêmement bas. Donc c'est comme les expectations, c'est comme les attentes. Plus cet indice est bas, plus il y a de chances, plus c'est facile pour que le marché soit surpris positivement. Actuellement, il est un plus bas depuis, il me semble, 2013. Donc je pense qu'on est dans une situation où la zone euro va probablement surprendre positivement les investisseurs d'un point de vue politique, je dis bien, et économique, politique et économique. Donc la zone euro va surprendre positivement les marchés, je pense, dans le deuxième semestre, étant donné que cet indice il est très très bas. C'est difficile de faire plus bas. Donc je vois bien un rallye, eh bien finalement qui va commencer peut-être un peu plus tôt que statistiquement, donc peut-être au mois de septembre. Bon, l'été c'est jamais comme vous avez pu le constater, un bon mois pour investir sur les marchés actions. Maintenant, d'un point de vue trading, on trouve quand même des impulsions et on peut shorter les indices. Hein. Et là, on peut voir finalement, regardez, le point haut du CAC, c'était quand? C'était en mai. Alors bien évidemment, c'est pas le 1er mai qu'on a tous les ans une baisse. On peut voir sell in May and go away. Donc peut-être que finalement on va avoir ce point haut jusqu'à octobre et à partir d'octobre, on aura le nouveau bull market qui va continuer jusqu'au printemps prochain et qui va permettre au CAC de marquer de nouveaux records. En tout cas, si on regarde l'année dernière, mai, 8 mai, on avait le plus haut. Et ensuite, il a fallu attendre début septembre pour avoir une hausse et en novembre, un nouveau plus haut. Donc là, c'est peut-être pareil. Hein. Finalement, ce plus haut, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas dépassé avant le mois d'octobre. En tout cas, avant la fin du mois d'août. Maintenant, voilà, faut remettre dans le contexte. Hein, c'est pas parce que statistiquement c'est le cas que ça va tout le temps être le cas. Parce que, en l'occurrence, en ce moment, on a
1 euro, quand même beaucoup plus faible que ce qu'on avait en début d'année. Et on a un indice des surprises économiques de la zone euro qui est extrêmement bas. Donc on a des chances que le marché soit surpris positivement. Voilà. Maintenant, ce qui pèse en ce moment, c'est bien évidemment les tensions commerciales, mais regardez, on a le pétrole qui est en baisse, et j'ai pas regardé le marché obligataire, mais le Bund, donc, pardon, je vais regarder les taux. Alors les taux devraient être assez bas, je pense. Oui, les taux sont bas. Pardon, le Bund monte, donc les taux baissent. Euh, les taux baissent étant donné que la BCE a prolongé son QE. Mais donc pression essentiellement sur les tensions commerciales, parce qu'on peut voir que c'est généralisé sur le monde entier. C'est pas comme si c'était uniquement sur la zone euro, où là on pourrait se poser des questions. On peut voir que tous les indices majeurs sont dans le rouge. Donc on a une pression mondiale, des inquiétudes, de l'aversion pour risque, tout simplement. Donc Eurostoxx, retour à 3471 sur du court terme. Le CAC 40, je pense qu'il peut revenir chercher ses points bas d'ici les prochaines séances. Donc ça me semble possible de shorter le CAC jusqu'à 5375. Et le DAX, un retour à 12 650 me semble possible pour les prochaines séances, prochaines semaines. À noter qu'on a un RSI qui est quand même baissier, que ce soit sur le DAX, sur le CAC 40 et sur l'Eurostoxx. Donc on a plutôt un momentum bearish. Au niveau des indices américains, donc le S&P, le S&P progresse. Hein, finalement, malgré la hausse du dollar, on a un S&P qui progresse. Étant donné que, voilà, en zone euro, c'est pas forcément avec la situation quand elle a commencé à être inquiétante en Italie, eh bien ça a réorienté les investisseurs. Alors que les investisseurs privilégiaient les indices européens après le scandale de Facebook, eh bien depuis le scandale, enfin le scandale, non pas le scandale, mais la situation en Italie, notamment les deux partis eurosceptiques, la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles qui ont formé un gouvernement, eh bien, cette fois-ci, ça a rapatrié les flux vers les États-Unis. C'est pour ça que le S&P surperforme l'Europe depuis le début du mois de juin. Voilà que le S&P est haussier alors que le CAC ou l'Eurostoxx ou peu importe, les indices européens sont en baisse. Donc voilà, S&P en tout cas, prochaine résistance à 2800 points. C'est le sommet, comme vous pouvez voir, de mars. Et vous pouvez voir que c'est le sommet que le marché a testé la semaine dernière. Donc résistance à 2800 points. Le Dow, résistance à 25 500. Et enfin, le Nasdaq. Le Nasdaq qui inscrit des nouveaux records. On n'a pas de signaux alertants pour le moment. On n'a pas de divergence baissière. Donc voilà, c'est bullish. Nasdaq, encore une fois, c'est haussier, même pendant l'été. Donc s'il y a un indice sur lequel, on va dire, investir, on va dire où il y a le moins de risque de baisse, je dirais statistiquement, c'est le Nasdaq. Donc Nasdaq, ça ne se shorte pas. Hein. Voilà, ça me semble compliqué de shorter les techs. Hein. On peut voir que c'est vraiment c'est le moteur de Wall Street, hein, les techs. Si on a le Nasdaq qui est en baisse, on va avoir le S&P ou le Dow Jones qui va être en baisse. Alors peut-être pas sur une séance, hein. Il y a des séances où les techs s'en prennent un coup et dans ce cas-là, on a le Nasdaq qui sous-performe et qui peut être même le seul à clôturer dans le rouge. Mais depuis, on va dire, depuis la crise financière, les moteurs à Wall Street sont les techs et notamment les mastodontes. Si on a ces mastodontes et même les techs, pardon, le Nasdaq qui est haussier, on va voir le S&P qui va être haussier. Donc voilà, je ne vois pas tant que le Nasdaq est haussier, je dirais qu'on n'a pas de risque majeur sur Wall Street. C'est le jour où on va avoir une divergence, c'est le jour où on va avoir, enfin le jour, plutôt les semaines, lorsqu'il y aura une baisse du Nasdaq, qu'il va falloir s'inquiéter. Nasdaq, ça va être l'indice
qui va alerter. C'est possible que le S&P, vous voyez, ait du mal à progresser parce qu'il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur pétrolier, donc si le pétrole prend un moins 20% sur 6 mois, bah forcément le S&P va en prendre un coup. Si on a les taux qui sont en baisse aux États-Unis, eh bien les finances, les bancaires, enfin oui, les secteurs de la finance va en prendre un coup. Mais voilà, les moteurs, c'est vraiment la tech. Tant que la tech est haussière, finalement, même les principaux indices mondiaux sont haussiers. C'est vraiment la tech qui joue un signal, qui donne la température finalement des marchés mondiaux. Hein. C'est le Nasdaq. Hein. Alors, pardon, j'ai pas vu vos questions, j'ai oublié de les regarder. Donc, un mot sur l'USHF. Euh, alors, monsieur, quel site utilisez-vous pour tenir des news en temps réel? Alors, bonjour Dani. Alors, les sites en temps réel, déjà, nous avons donc la chance ici d'avoir les terminaux Bloomberg et Reuters qui sont payants, comme vous le savez. Euh, donc voilà, déjà Bloomberg et Reuters, c'est bien les informations qui sont publiées les premiers. Ensuite, on a des sites qui les relaient, hein, différents médias. Il y en a un tas. Tous les médias économiques français que vous connaissez eh bien prennent leurs informations concernant les bourses, hein, je dis bien la situation des bourses, de Bloomberg et de Reuters. Même nous, chez DLFX, eh bien, on utilise des informations issues de Bloomberg et de Reuters pour écrire eh bien ensuite nos articles, nos analyses. Mais voilà, donc Bloomberg Reuters, si vous voulez les informations eh bien les plus comment dire les plus rapides, faut Bloomberg ou Reuters. Bien, je parle bien des terminaux, hein, pas des sites. Voilà. Et sinon, eh bien, évidemment, si vous ne pouvez pas avoir Bloomberg Reuters, ce que je comprends totalement parce que c'est quand même un prix, eh bien, c'est les différents sites, hein, sans faire la promotion de l'IFX, vous allez avoir, eh bien, Investir, voilà, vous allez avoir différents sites économiques. Mais à Daily FX, pareil, on essaye de eh bien, d'informer le plus de toute façon sur les marchés. Alors, cet après-midi, il y aura 3 discours des 3 membres de la Fed. Doit-on se méfier pour prendre des positions? Alors non, Thierry, hein, pas forcément. Il y a pas, c'est pas des discours majeurs. C'est des discours qu'on a l'habitude de voir un peu toutes les semaines. Donc, rien de très important. Il peut y avoir quelques annonces, mais pas au point de faire décaler des marchés. Avez-vous analysé le mois d'août? C'est souvent le mois de début des grandes crises qui touchent le monde entier. Subprime en 2008, la bulle internet en 2001, la crise monétaire de Thaïlande en 1998. Alors, j'ai pas fait un focus spécial sur le mois d'août, c'est vrai que j'aurais pu. Maintenant, on peut le voir statistiquement sur les 35-40 dernières années. Le mois d'août, c'est jamais un mois profitable pour les marchés actions. Voilà. Je me suis arrêté là, j'ai pas fait une analyse focus sur le mois d'août. Peut-on recevoir ton étude par mail? Alors, je vais essayer de faire un truc un peu plus propre parce que là, c'est un fichier Excel c'est vraiment une étude brute. Ça m'embête un petit peu de vous envoyer ces données brutes. Voilà, c'est pas très ergonomique. Donc, je vais essayer de mettre ça au propre. Et oui, hein, vous envoyez, ça me ferait plaisir de vous envoyer ça par email et vous pouvez y profiter. Alors je vais passer sur l'or, Nicole, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que je prends un peu de temps ce matin. L'euro-yen, l'USD-CHF, Bloomberg Water, sais-tu quel est le coût de l'abonnement mensuel pour les avoir? Alors non, je ne sais pas du tout, il me semble que Bloomberg c'est dans les 30 000 euros l'année et Reuters c'est moins cher, hein, ça doit être du 15 000, quelque chose comme cela, donc c'est quand même assez cher, hein, c'est un sacré budget, hein, surtout pour un particulier. C'est quelque chose comme cela, hein, de tête, mais après bon, voilà, moi je ne suis pas expert là-dessus. Alors, je passe aux matières premières, excusez-moi pour ce long webinaire, reprise, hein. Reprise, donc il y a quand même pas mal de choses à dire. Nous prenons le temps de discuter, d'échanger. Donc l'or qui finalement, a pas du tout fait ce que j'anticipais, vous vous en souvenez, avant le mois de mai. Finalement, je pensais que on allait avoir la hausse des taux au mois de juin et rien de plus, pas l'annonce d'une quatrième. Au final, la Fed, comme vous le savez, a indiqué qu'il y aurait 4 hausses des taux. Enfin, c'est en tout cas le scénario de 4 hausses des taux qui est dorénavant privilégié non seulement par le marché, mais dorénavant également par les membres du FOMC. Donc, surprise positive.
positive, pardon, hausse du dollar et donc forcément baisse de l'or. Maintenant, est-ce qu'il faut shorter l'or? Moi je vous l'ai dit, le Dixie, certes je le vois aussi à court terme, mais je ne le vois pas dépasser les 95 points sur du moyen terme. Alors c'est possible qu'en intraday on a des petits franchissements, c'est possible pendant 2-3 jours on a un dépassement, mais voilà, je ne le vois pas évoluer au-dessus des 95 pour revenir à 100. À part si on a une inflation aux États-Unis qui vient chercher 2,5%. Mais ça m'étonnerait compte tenu du fait que le pétrole est en baisse et que le dollar est en hausse. Donc ces deux facteurs font pression sur les prix aux États-Unis. Euh, donc l'inflation, je pense, l'inflation américaine devrait se stabiliser autour des 2%. Le scénario de 4 étaux est quand même dorénavant pas mal intégré au prix. Donc Dixie, à moyen terme cet été, il devrait évoluer vers le niveau actuel. Et donc l'or, il y a peu de chances qu'il s'enfonce davantage. À part si on a un climat qui s'améliore. Mais bon, on voit plutôt que le yen est haussier, les rendements américains, enfin les rendements même obligataires mondiaux sont plutôt à la hausse. Donc on a, voilà, on a plutôt de l'aversion pour le risque en ce moment, ou en tout cas peut-être pas de l'aversion parce que sinon on aurait des marchés actions qui seraient en baisse, ce qui n'est pas forcément le cas. On a encore Wall Street qui est orienté à la hausse, mais en tout cas on a un sentiment de diversification. Donc on n'a pas forcément de l'aversion sur du moyen long terme, mais en tout cas on n'a pas de l'appétit parce qu'on a on a des marchés obligataires tendus, on a de l'or qui est globalement, bon là il est sous pression mais il est globalement bien soutenu, et on a un yen qui est haussé depuis le début de l'année. Donc voilà, on a ces différents facteurs qui m'indiquent que l'or devrait continuer à être soutenu, et je pense que les 1272, faut attendre un signal haussier, hein. Faut pas acheter le prix parce que c'est sur un niveau de support, mais dès qu'on a un signal haussier, ça me semble possible de l'acheter cet or jusqu'à 1300$ l'once, voire même plus haut. Étant donné que, je le répète, le Dixie, je ne le vois pas progresser au-dessus de 95 points sur du moyen terme. Donc s'il ne progresse pas au-dessus des 95 points, ce Dixie, l'or ne devrait pas continuer à être sous pression. Donc le payer, oui. Ce matin, non. Donc faut attendre un signal. Et pour le moment, moi personnellement, au niveau du RSI, j'en ai pas. Des moyennes mobiles, voilà, j'ai des niveaux des chandeliers japonais. Je ne vois aucun signal bullish. Donc non, ne faut pas l'acheter ce matin, le vendre non plus parce que je ne vois pas pourquoi on le vendrait alors que le dollar arrive sous résistance. Alors c'est possible de le vendre à très très court terme, comme l'euro par exemple. L'euro c'est possible de le vendre, je le répète, jusqu'à 1,15. L'or c'est possible de le vendre peut-être jusqu'à 1272. Vous voyez, c'est possible de le vendre jusqu'à ce niveau de prix. Maintenant, est-ce que c'est possible d'anticiper un retour de l'or à 1150? Bien, pour être honnête avec vous, oui c'est possible, mais je ne pense pas que ça se fera. Les RSI de l'or très bas, oui c'est vrai, RSI de l'or qui est très bas, donc momentum plutôt baissier. Retour sur 1300, oui, oui retour sur 1300. Maintenant, voilà, c'est très important d'attendre des signaux haussiers, et encore une fois pour le moment, je n'en vois aucun. Alors l'USD-CHF, on m'a demandé l'USD-CHF, retour à la parité. Alors le franc suisse, ça fait longtemps que je l'ai pas analysé. Alors techniquement, on le voit, on l'a consolidé. Maintenant, d'un point de vue macro, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai plus de vision claire, hein. J'ai un petit peu, j'ai plus tout en tête. Après ces 2 semaines de vacances, au niveau de l'inflation, j'ai encore un doute. Je ne sais plus si l'inflation a progressé le mois dernier, mais en tout cas, on a encore une inflation qui, en tout cas, est très loin des attentes de la BNS, et même la BNS n'attend pas que l'inflation rejoigne son objectif d'ici 2020. C'est-à-dire que d'ici 2020, on ne devrait avoir aucune hausse des taux de la BNS. Et la BNS, en proportion par rapport au PIB de la Suisse, c'est la banque centrale la plus généreuse, la plus accommodante. Je dirais pas généreuse parce que généreuse c'est plutôt positif, mais voilà, en tout cas la plus accommodante des banques centrales. Je vous rappelle, hein, la BNS détient l'équivalent de 120% du PIB suisse. À titre de comparaison, la BOJ détient environ 95% de l'équivalent du PIB japonais, la BCE 43% de, de l'équivalent du PIB de la zone euro, et la Fed à peu près 20%.
Donc voilà, en proportion par rapport au PIB, la BNS détient 5 fois plus, 6 fois plus pardon que la Fed, hein, ce qui est énorme. En valeur absolue, non. En valeur absolue, non. Mais voilà, la BNS, c'est vraiment politique monétaire extrêmement généreuse pour, eh bien, pour soutenir l'économie suisse, alors que le taux de chômage est extrêmement bas, 3,3% il me semble. L'inflation n'arrive pas à décoller. Ça veut dire, enfin, c'est essentiellement parce que le franc suisse est, euh, est surévalué. Il est surévalué, c'est en ce cas ce qu'indique également le gouverneur de la Banque nationale suisse. Bref, donc l'USCHF, il va consolider à 1. Et techniquement, je dis bien techniquement, tant qu'on a le franc qui se maintient au-dessus de ce support de long terme, hein, ce support qui n'a pas été dépassé depuis 2015, eh bien le franc doit rester quand même, je dirais pas fort, mais en tout cas le risque baissier du franc est assez limité. Là on a un risque baissier on va dire de 1% pour le franc suisse index, 1-2%, vous voyez, ce qui pourrait faire baisser le franc face au dollar jusqu'à 0,95. Après ça va dépendre également de la tendance du dollar, mais de là anticiper une dégringolade du franc suisse tant que, enfin ça me semble impossible tant que cet index évolue au-dessus de ce support. Donc voilà, pour moi l'USDCH devrait, je pense, consolider ses prochaines séances, prochaines semaines vers la parité. L'euro-yen à nouveau sous pression, l'euro baissier. À l'inverse, la version pour risque soutient le yen, donc l'euro-yen c'est possible de le vendre jusqu'à 126,18. 126,18. L'euro devrait rester stable. Tant que le dollar va consolider près de 95 points, le Dixie, l'euro devrait consolider à 1,15. Et tant qu'il va consolider à 1,15, cet euro, on va avoir également le yen qui devrait continuer à être privilégié pendant l'été. Je vous rappelle, l'été, c'est pas un mois profitable pour les marchés actions, ce qui veut dire qu'on n'a pas d'appétit pour le risque. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de l'aversion, mais en tout cas, s'il n'y a pas d'appétit, on a généralement le yen qui n'est pas vendu. Donc le yen devrait rester quand même assez fort pendant l'été, ce qui, je pense, on a plusieurs semaines devant nous de pression sur l'euro yen. L'euro yen 125 d'ici, on va dire 2 semaines, me semble possible. Et donc voilà, écoutez, hein, pour ce point de marché, je pense que j'ai répondu à tous les... Ah, Euro-GBP pour notre ami François, et GBP-USD mensuel, pardon. GBP-USD mensuel, donc je regarde rapidement. GBP-USD mensuel sur support et sur moyenne mobile. Voilà, 1,32, hein, je répète, 1,32, ça fait longtemps qu'on a ce niveau de prix, ça fait plusieurs mois qu'on le surveille, hein, ça fait peut-être 2-3 mois qu'on l'énumère dans ce webinaire. Donc c'est un niveau de support très important et c'est également, regardez, cet oblique qui vient chez les points bas depuis 2017. Vous voyez, ça se rapproche. Donc 1,32 puissant niveau de support. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être dépassé, mais c'est un niveau de support important. Donc les stratégies vendeuses sur le GBP peuvent être maintenues, mais vous voyez 1,32, allez, au maximum 1,31,50. Au-delà, ça me semble compliqué. Et donc l'euro GBP, eh bien écoutez, c'est un range, hein, l'euro GBP, regardez. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que le cours consolide, oscille entre 0,87 et 0,88. Voilà. Pour faire large, on se met en 4 heures, sur 200 unités, qu'est-ce qu'on voit? On voit un range. Donc il faut payer ce support, il faut vendre cette résistance, tout simplement. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus. L'euro sous pression à cause du dollar, le GBP sous pression à cause du dollar. Et bien évidemment, on a également l'euro sous pression à cause de l'Italie et le GBP à cause du Brexit, enfin la situation du Brexit au Royaume-Uni. Mais en clair, hein, certes on a l'Italie et le Brexit qui fait pression sur l'euro et sur la livre respectivement, mais c'est surtout le fait que le dollar progresse qu'on a l'euro et la livre sous pression. Si vous regardez en daily, le point haut de la livre ou de l'euro-dollar, pardon, ou du GBP-USD, c'est ni plus ni moins que le point bas du Dixie. Et donc forcément, on a eu deux devises sous pression, et donc ça aboutit par, se conclut par eh bien un range entre l'euro et le GBP. Vous voyez, sur du long terme, hein, depuis le mois d'octobre, on a une légère surperformance de la livre, parce qu'on a un canal baissier. Mais voilà, hein, depuis le début du mois de mai,
Si on doit résumer l'euro GBP, c'est flat, hein. C'est flat. Un prix moyen, un 0,8750. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, consolidation, l'euro GBP, techniquement, la meilleure stratégie d'un point de vue trading, c'est payer aux alentours des 0,87 et vendre aux alentours des 0,88. Est-ce qu'il peut revenir à 0,88, donc d'un part en soi? Oui, bien évidemment. Là, concrètement, techniquement, les 0,88, c'est le niveau le plus probable où il va revenir. Je vous rappelle que statistiquement, le prix, lorsqu'il est dans un range, il a de plus de chances de rester dedans que d'en sortir. Il en sort généralement lorsqu'il y a une hausse de la volatilité. Mais là, voilà, tant qu'il est dans un range, d'un point de vue trading, statistiquement, le plus probable, c'est qu'il continue d'évoluer dedans. Alors merci Valentin, sa grande forme là. Alors oui, écoutez, hein, je reviens de vacances, donc sa grande forme. En plus, c'est un plaisir de vous retrouver. Donc voilà, toujours la forme pour ces points de marché, hein. Ça me fait très plaisir de partager ces informations, les informations que j'ai avec vous. Voilà, écoutez, c'est la fin de ce point de marché. J'espère que ça vous aura plu. Le Bitcoin, bien écoutez François, je vous donne rendez-vous à 13h hein, pour le webinaire spécial crypto. Voilà, on fera un point. Fondamentalement sur les cryptos, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais en tout cas, le Bitcoin est à ses plus bas de l'année. C'est ce qu'il faut également retenir. Mais donc, je vous invite à attendre jusqu'à 13h, me retrouver pour un point de marché et nous en discuterons plus en détail. Voilà. Merci à vous. Excellente journée pour ceux que je ne retrouverai pas au webinaire crypto. Et sinon, eh bien, écoutez, du coup, à demain pour le prochain point de marché. Excellente journée à vous et à demain.